Apparition, un podcast du Média Club présenté par Alexandre Michelin. Bonjour Laurence, c'est un plaisir de te retrouver dans le podcast Apparition. Ça fait maintenant de nombreuses années qu'on se connaît et ce qui est formidable dans ton parcours, c'est qu'à la fois tu as réussi à avoir un parcours de productrice indépendante et aussi de personnalité engagée. Donc c'est avec vraiment beaucoup de plaisir qu'on te reçoit au podcast Apparition du Média Club. Merci Alexandre, je suis ravie d'être là. Voilà. Et justement, comme tu le sais, cette rencontre est organisée autour de 3 temps. Un premier temps sur ton métier, un deuxième temps sur ton parcours et un troisième temps sur toutes ces préoccupations sur la diversité. Aujourd'hui, quand on lit sur ton CV que tu es productrice indépendante, on peut se demander ce que c'est qu'être producteur indépendant en 2022 en France. C'est essentiellement au cinéma ou sur plusieurs genres? Alors aujourd'hui, c'est essentiellement côté cinéma. Je produis quelques documentaires audiovisuels, mais c'est vrai que j'ai très envie de passer aussi du côté de la série parce que c'est un champ d'expression qui est quand même génial et donc ça fait partie de mes enjeux là à court terme. Comment on devient un producteur de cinéma en France? Alors, ce que j'ai appris, moi, c'est qu'il n'y avait pas de parcours type. On peut sortir d'une école de commerce, on peut sortir d'une formation spécifique, type, la FEMIS ou certains masters qui proposent des formations, des MBA, en production. Moi, en ce qui me concerne, donc j'avais plutôt fait des études, généralistes, un DUT technique de commercialisation, puis une maîtrise en sciences de gestion. J'étais apprentie chez France Télécom, donc ça n'a pas grand-chose à voir, quoique. Et puis, c'est suite à cette formation où je me suis dit, que, ce qui m'attirait, c'était vraiment le monde de la culture, de l'audiovisuel, du cinéma. Je connaissais pas bien les métiers, donc je me suis renseignée sur des 3e cycles qui existaient parce que, c'était compliqué, de pouvoir se réorienter, voire d'obtenir un stage, quand on n'avait pas, De réseau? pas la formation Pas la formation. et à l'inverse, c'était compliqué d'avoir la formation si on n'avait pas au moins fait un stage dans le domaine parce que c'était des formations qui étaient très prisées, bon à l'époque, il y avait essentiellement le D2A qui, Ou la FEMIS, non? alors la FEMIS pour moi, C'était même pas la production. c'était pas accessible, j'ai même pas tenté, ouais, Donc, à un ça m'a moment pas effleuré donné, l'esprit. monter une société, c'était ça la solution ou il a fallu d'abord Alors passer par d'abord, donc j'ai fait ce 3e cycle, j'en ai trouvé un, qui, comme il y avait marketing dans l'intitulé et puis c'était le gros de mon expérience, je me suis dit: «Voilà, j'ai un truc à défendre», et donc c'est comme ça que j'ai postulé pour ce master qui était proposé par l'INA et la Sorbonne. J'ai été acceptée et donc de là, j'ai pu avoir un parcours qui était plus légitime pour derrière aller chercher mes premières expériences. Donc il y avait plein de choses qui m'attiraient. J'ai découvert plein de métiers, passionnants. Notamment les ventes internationales, la distribution de films, la production évidemment. J'avais rencontré un producteur, qui était intervenant, que j'avais trouvé formidable, comment c'est s'appelle Denis cette Fred personne, Denis Fred? et en fait, j'avais envie d'être lui. Quand je l'ai vu, comment il parlait, comment La il révélation sur dégageait le voilà, métier, il quoi. dégageait une telle, bienveillance et en même temps une confiance, une maîtrise aussi de la fabrication d'un film. Enfin moi, quand je l'ai vu, ça m'a vraiment donné envie de faire ce métier, donc merci, Denis Fred. Et et donc j'ai quand même fait des stages dans d'autres domaines pour pouvoir un peu les comprendre et ensuite, le hasard a fait que, d'un stage chez Studio Canal au service des ventes internationales, on m'a proposé mon premier job. Donc j'étais, assistante vente internationale dans une équipe composée, hem, au départ, il y avait un homme et puis ensuite c'était intégralement de femmes. Et ça a été assez marquant pour moi. L'homme qui de l'équipe, c'était John Coachman qui ensuite est parti, aux États-Unis, bosser pour Unifrance et à côté de ça, il y avait que des femmes géniales, qui m'ont beaucoup inspirée et chacune, elles m'ont sans le savoir, elles m'ont transmis quelque chose et en fait, finalement, au bout d'un an, je me suis dit: «Mais j'ai pas envie de rester assistante toute ma vie» et j'avais peur que ce soit un peu mon destin parce que on les étiquettes, malheureusement, c'est difficile de les enlever et donc il y a un rêve qui est remonté à la surface, c'était celui d'aller aux États-Unis et donc
j'ai décidé de dire à tout le monde que j'allais partir aux États-Unis et de Le m'organiser, rêve américain. voilà, de discuter avec les peu de personnes que je connaissais qui étaient susceptibles de m'aider. Et puis finalement, donc John Coachman, qui était directeur d'Unifrance à New York, m'a d'abord fait une lettre de recommandation. Et puis, donc j'ai travaillé, je cherchais des sociétés de production auprès de qui postuler, et cetera. Et puis finalement, un jour, je dis à John: «Voilà, je vais venir faire j'ai 2 semaines là, je vais venir faire des entretiens d'embauche, et cetera». Et il me dit: «Mais est-ce que ça t'intéresserait de travailler pour Unifrance?» Et donc de là, j'accepte évidemment parce que c'est un endroit génial pour, comprendre le fonctionnement de l'industrie aux États-Unis et puis en même temps garder un lien, avec la France. Donc j'ai accepté et et donc j'ai travaillé en tant que coordinatrice distribution. C'est un titre un peu vague, mais en gros, on s'occupait des Français quand ils venaient promouvoir leurs films à Et l'étranger. donc là, c'était à New York. C'était à New York, ouais. Mais c'est ça qui t'a donné envie de devenir productrice, donc. Bah, ça m'éloignait. En fait, c'était une belle expérience, mais qui m'éloignait un peu de mon projet d'être productrice. J'ai accepté pour, l'aventure, pour l'expérience, mais au fur et à mesure, ça remontait, cette envie. En fait, je dirais que ce qui, a accompagné mon parcours, c'était toujours ces espèces de besoins irrépressibles. D'abord de travailler dans le cinéma, puis, de partir à New York et puis là, c'était, faut que je travaille dans la production, en fait D'accord. et donc je décide, d'arrêter, un peu, au bout d'un an, un peu plus, de présence là-bas, en me disant que je ne voulais plus être assistante et donc la seule solution pour ne plus être assistante, c'était de créer ma société de production. En me disant: «J'apprendrai sur le tas». Et ça me faisait pas peur. Donc je suis rentrée avec un petit plan d'action de 4 pages en me disant: «Voilà, je vais faire ci, je vais faire ça, voilà comment je vais trouver les projets, voilà comment je vais trouver les financements, voilà au niveau administratif comment ça va se passer» et je me suis lancée, comme ça. Donc ça, c'était de l'autre côté du périph. Ouais, Et c'est toujours la même société, toujours dont la tu es même, ouais. la présidente, Je suis, gérante parce que c'est une gérante. SARL et c'est vrai que je suis très attachée au nom de ma boîte, et c'est pour ça que, même dans des moments difficiles, le fait que je sois tellement attachée à cette société et au nom de cette société fait que, je n'abandonne pas, en fait. Je n'ai pas abandonné, quand j'ai eu des moments difficiles parce que je suis très attachée, Cette histoire et ouais, cet engagement, en ouais, fait, que ouais, ça représente d'avoir construit une boîte de prod de ouais, l'autre côté du périph. Donc pas, a priori, on s'y attend, exactement. mais en étant solide sur une mission, en fait, de, pour rassembler finalement tout ce que tu aimes, quoi. Mmh. Qu'est-ce que c'est être un producteur aujourd'hui? Un producteur, c'est, la personne qui va rassembler des talents, des ressources, donc de l'argent, mais pas que, pour pouvoir créer, une œuvre, audiovisuelle ou cinématographique et cette personne va être responsable, juridiquement de tout le process et elle va garantir la bonne fin du projet à toutes les personnes qui, seront venues, heu, co-investir, pour ce projet. Donc c'est à la fois un entrepreneur, quelqu'un qui a une responsabilité artistique. Ouais, Finalement, c'est toi qui oui, oui, choisis les différents composantes de la proposition artistique, que ouais, ce soit le scénario, les réals, enfin, c'est vraiment le patron, oui. en l'occurrence la patronne. Euh, Est-ce que ça change quelque chose d'être une productrice ou d'être un producteur? Alors j'ajoute qu'il faut avoir aussi une compréhension, des aspects techniques parce que, on va échanger avec différents interlocuteurs. Je dis pas qu'il faut maîtriser, mais il faut au moins, les comprendre et puis, de la même manière, il faut avoir, une compréhension du marché. Parce qu'on va avoir des discussions, marketing, sur la sortie en France, sur, les ventes internationales et cetera. Dernièrement, j'ai discuté avec, France Télévisions Distribution qui vont vendre mon prochain film, sur le titre, le choix du titre. Donc, c'est des choses, c'est à la fois artistique, mais c'est aussi marketing parce qu'on ne s'adresse pas, au même marché, quand on parle à un public français et à l'international. Et donc sur ta question, quelle est la différence entre une femme et un homme?
bah, déjà, on n'est que 22% de femmes. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose, c'est pas un obstacle que j'avais pris en compte. Quand je me suis lancée, franchement, il y en avait déjà tellement d'autres que celui-ci, bah, il m'effleurait, enfin non, il m'a même pas effleuré C'est pas l'esprit. nécessairement un obstacle, hein. Je Bah, constate qu'il y a une minorité de femmes qui sont productrices, donc je pose la question. c'est un obstacle, oui, Oui, c'est un clairement, parce obstacle. que ça peut être une entrave au business, très concrètement. Absence de confiance des investisseurs ou des... Oui, parce que on ne correspond pas à l'image qu'ils vont avoir de ce qu'est un producteur, de ce qu'il est censé être. Et ça pour le coup, c'est quelque chose que j'ai personnellement expérimenté et douloureusement expérimenté quand j'ai produit mon premier film, L'Ascension. Et puis, c'est aussi parce que ça nous coupe de certains cercles, de certains échanges, d'une certaine connivence nécessaire pour faire du business. Bah, quand on est une femme, quand on n'aime pas le foot, par exemple, On va ou pas au match. voilà, ça peut nous, enfin, ça Oui, semble c'est anecdotique, anecdotique, ouais. mais ça l'est pas. Non, ouais. Oui, c'est une question de relation et de reconnaissance. Voilà, et d'expérience, de communauté d'expérience qui font que ça sera plus facile de créer des liens. Ouais. Donc en fait, c'est pas une différence technique, c'est plutôt une différence relationnelle, Social, sociale, oui, oui, d'éducation, de tout à fait. référence. Donc aujourd'hui, être une productrice, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est qu'une journée de Laurence Lascari? Alors, en ce moment, mes journées sont très agréables parce que, j'ai pas mal produit ces derniers mois. Donc, la semaine dernière, par exemple, mes journées alternaient entre, aller sur des tournages, puisque je produis une collection de courts-métrages pour l'ADAMI. C'est la collection Talent ADAMI Cinéma qui existe depuis 28 ans et qui est présentée à Cannes. Donc là, c'est la première fois que DACP va produire et on va les présenter, lors du prochain festival de Cannes. Et donc on allait sur les tournages en Hauts-de-France, avec, chaque semaine, il y avait un réalisateur ou une réalisatrice, différent et c'était assez chouette, parce qu'on avait des moyens, qui nous permettaient aussi de faire des très chouettes films. Donc il y a les tournages, ça fait partie du métier de producteur. Voilà, et puis en parallèle, je vais aussi régulièrement en salle de montage. D'accord, Donc pour la collection, pardon, Adami, mais aussi pour un long métrage, qui est actuellement en montage, d'accord, qui sortira certainement en fin d'année, qui s'appelle À la belle étoile, ok. qui est un premier film de Sébastien Tullard. Et donc, bah, la salle de montage, c'est vraiment un moment assez magique. C'est vraiment, enfin pour moi, c'est extraordinaire de voir le film, bout à bout, la magie quand elle opère, ce qui est le cas, et heureusement, parce que, ça a fait remonter des émotions, puisque ce projet-là, par exemple, on travaille dessus depuis bientôt 5 ans. Donc 5 ans de travail qui a abouti à un moment donné au montage. C'est pas la fin de la production, c'est Ouais, une partie importante où on voit finalement ouais. les premières images, pas forcément finalisées puisqu'il peut y avoir plusieurs montages. Et Mmh. ça dure longtemps la partie montage. Sur un long métrage, c'est 2 mois Voilà. en Donc moyenne. une semaine de Laurence, il y a Lascari, il y a forcément du tournage, il y a forcément du Ça, montage, c'est quand tout va bien, tout parce va qu'il y bien. a des moments où c'est du développement, et du développement. Alors Donc, comment tu définis le développement? Parce que alors le pour développement, c'est beaucoup de discussions avec les scénaristes, sur, la tournure que doit prendre le projet. Donc, c'est, beaucoup d'allers-retours, c'est une période qui peut prendre du temps, voilà, faire le point. C'est pas facile parce que, quand on relit plusieurs fois un même projet, au bout d'un moment, on est un peu noyé, on n'a plus le recul, donc, on fait souvent appel à des personnes extérieures, à des consultants. Et ce qui est assez chouette, c'est que plus l'expérience s'étoffe, plus, le carnet d'adresses s'enrichit, et on est capable de trouver les bonnes personnes à qui faire appel, en fonction du projet. Mais le développement, c'est un moment où, bah, faut être capable de passer d'un projet à l'autre. En fait, le métier de producteur, de toute façon, c'est ça, c'est tout le temps être capable de switcher d'un sujet à un autre, parce que pour que, la machine fonctionne, il faut qu'on soit en permanence en train de produire, et d'accord. pour cela, il faut développer beaucoup de projets. Donc il y a quand tu dis que par exemple un long métrage, dans ce que tu parlais, ça a duré 5 ans, il y a eu 2 ans de développement, 3 ans de développement, Alors le développement ça a duré, 4 ans. 4 ans de C'est développement, énorme. un an Entre de... le moment où on dit: «On veut le faire»
Au moment où on signe les contrats, on se met d'accord avec les auteurs. Là, en l'occurrence, il fallait aussi se mettre d'accord avec l'auteur du livre, qui était aussi la personne dont le film était inspiré. Ça a pris un peu de temps et ensuite il fallait écrire et puis après, les choses se superposent, le covid arrive, ça nous fait aussi perdre du temps et cetera. Beaucoup de rebondissements, beaucoup de péripéties, pour, au final arriver en fin d'année dernière à constituer un tour de table autour de ce film. Il y a une partie de financement Mmh. qui moi m'amuse et heureusement parce Mmh. que, c'est pas toujours facile. C'est, le moment aussi où on se prend des refus. Mmh. Donc, il faut être capable de rebondir quand quelqu'un vous dit non, quand quelqu'un vous dit que le film est pas assez ceci ou trop cela. Il faut être capable à la fois de prendre en compte, d'absorber ces remarques Bien sûr. qui peuvent aider à enrichir le projet et puis en même temps rester, convaincu, rester ancré dans ses certitudes que le projet est digne, de devenir un film. Là, c'est vraiment la logique du cinéma, donc Oui, ça veut dire qu'il faut aller voir, des distributeurs, il ouais. faut aller voir des diffuseurs. C'est, la deuxième ou la troisième phase finalement. Il y a eu le choix, il y a eu le développement et puis là, c'est la commercialisation qui décide en fait du financement et du tour de table, Ouais, et donc du budget du film. ouais. Et là, c'est une partie qui est, forcément, très, qui peut être violente. Il y a de la C'est la négociation. guerre, C'est la franchement, c'est la guerre, guerre. carrément. Vraiment. Enfin, Oui. moi, en tout cas, je le vis comme ça parce que c'est pour me mettre en condition mentale pour, être prête à voilà, à partir et pas revenir tant que j'ai pas récolté ce que je voulais. Oui, donc en fait, il y a la partie créative, la partie créatrice, qui est finalement assez heureuse, quand on voit les œuvres apparaître. Mais avant, il y a eu, des combats, en fait, pour un projet, des combats qui sont pas négatifs. Oui, Il y a de la concurrence, mais c'est de c'est la c'est je parle de combat parce que ça veut dire, c'est de l'abnégation, c'est, de la pugnacité, c'est être capable de rien lâcher jusqu'à ce que la brèche s'ouvre. donc c'est Voilà. ça être un producteur aussi? Aussi, je pense, ouais. Aussi. Et après, je souhaite, moi j'ai hâte, hein, du jour où ça sera tellement facile, où avec 3 lignes, j'arriverai à vendre des projets. Enfin, si ça s'il y a des gens qui vivent ça et je pense qu'il doit en rester quelques-uns quand même. Il doit y en Donc avoir. moi, j'ai hâte, voilà, d'avoir un tel track record qui fait que, on me fera confiance, quelles que soient les idées, l'originalité des projets que j'amène. Mais en fait, cette situation, donc ça fait combien d'années maintenant que DACP existe? Un peu plus de 13 ans. 13 ans que Ouais. DACP existe, pour établir, finalement une crédibilité, pour, passer de production de courts-métrages, de longs-métrages, peut-être demain aux séries. Au démarrage, quand tu lances DACP, tu te rends compte que ça va prendre autant de temps ou c'est, juste la passion et la flamme? En fait, le démarrage de DACP, faut m'imaginer en train de m'élancer à toute vitesse, pour entrer dans une tour et puis, quand j'arrive juste devant l'immeuble, la porte se claque et je me la prends en pleine tête. Donc c'était un peu ça que j'ai ressenti, après quelques mois où en fait, je me suis sentie très seule. Je me Mmh. suis dit: «Ah oui, en fait, ça va être compliqué. En fait, tu as pas les réseaux, tu as pas les contacts nécessaires. Mmh. Comment est-ce que tu vas faire? Et puis, tu auras beau faire des beaux mails avec des jolis dossiers, en fait, les gens ne les regardent pas». Et ça a été, une prise de conscience, assez rapide, après m'être lancée. Mais c'était parce que tu étais de l'autre côté du périph' ou parce que l'ambition des projets que tu portais était loin des réseaux ou des décideurs? Mon diagnostic, c'est que, à l'époque, c'est que, j'étais inconnue, en fait Ouais. et que ça allait être compliqué Mmh. parce que, personne ne me connaissait et donc personne n'avait envie d'écouter ce que j'avais à dire. Parce que, donc je parle des gens, en l'occurrence en télévision, qui sont dans les Donc ça 13 ans, au c'est-à-dire niveau c'était des en programmes. 2008 quoi, 2008, ouais. 2008. Et en fait, ils sont submergés de projets. Ouais. Donc moi, j'étais un projet de plus dans la pile Mmh. et ils ne me connaissaient pas, donc ils n'avaient pas envie de lire. Je n'avais rien fait, encore de Pas de spectaculaire, référence. donc voilà, ils avaient encore moins envie de regarder et c'est comme ça qu'au bout de 2 ans, je me suis dit: «Je vais créer un événement, pour faire venir les décideurs et puis on va se rassembler entre jeunes producteurs et on va inverser la relation de sorte qu'on va devenir intéressant à leurs yeux. On va organiser des conférences, on va faire venir du monde et il y aura aussi un marché qui reproduira les codes qu'on trouve au MIP ou ailleurs, c'est-à-dire qu'ils viendront à notre rencontre, pas pour faire de la charité ni pour faire une bonne action, mais pour regarder ce qu'on a à proposer et éventuellement, Faire nous faire des leur deals, choix. faire leur marché.
Et donc, la première édition a eu lieu en 2011. Comment s'appelait cet événement? La journée des jeunes producteurs indépendants. D'accord. Tu as été parrain Oui, d'ailleurs. oui, non, mais c'est pour ça que je dis ça, parce que c'est vrai que quand on assiste ou quand on est flatté d'être choisi pour être le parrain, on mesure pas tout le chemin qu'il y a derrière. On se dit, ah bah tiens, c'est formidable, ça ouvre les portes, on voit des gens qu'on connaît pas, et donc c'est vraiment excitant. Mais en réalité, c'était déjà en fait une affirmation pour toute une génération de créateurs finalement, il y avait une différence de génération, sinon vous n'auriez pas mis jeunes producteurs. C'est-à-dire qu'il y avait des Jeune, anciens c'est nouveau dans le, Voilà. nouveau dans le marché. dans le marché. Et en fait, ça veut dire qu'il n'y avait pas de passation entre les producteurs établis et les nouveaux. En fait, c'était aléatoire, ça dépendait de son carnet d'adresses, de son réseau personnel. D'accord. Et donc ceux qui avaient du réseau, en fait, ils étaient naturellement inclus dans le système, et puis ceux qui n'en avaient pas restaient de l'autre côté. Ouais. Pas que Par c'est exemple, il y dommage. a un truc que j'ai découvert en discutant avec des personnes qui dirigent des Sofica, c'est la notion de transfuge de boîte. Alors, Ça c'est veut quoi? dire, un transfuge de boîte, c'est quelqu'un qui va travailler auprès d'un grand producteur ou d'une grande productrice pendant des années et puis va finir par monter sa boîte. Eh bien, il bénéficiera de l'aura aussi du producteur pour lequel il a Bien travaillé. sûr. Comme il y a les transfuges de classe, finalement, Exactement. ça vient directement de la politique, en fait. En fait, c'est un héritage, en tout cas une formation, que le milieu reconnaît à des gens parce qu'ils ont Voilà. travaillé avec X, Y ou Z. Et donc, on va arriver, en fait, quand on se lance en ayant travaillé pour un grand producteur ou une grande productrice, on va bénéficier de l'aura du producteur et ça sera plus facile de monter les Formé premiers dans telle projets. maison, quoi. Exactement. Et donc toi, en fait, tu ne le savais pas, mais en tant que productrice, tu n'avais pas de lettre de noblesse, puisque tu n'avais pas été dans une grande boîte de production. Tu venais en plus de l'autre côté du périph', donc géographiquement et peut-être culturellement. Et avec un imaginaire et des sujets qui, moi, m'intéressaient et pour lesquels, parfois, je me sentais seule. Ouais. Parce qu'en face, c'était pas... les personnes qui sélectionnaient n'avaient peut-être pas forcément les mêmes... Et donc, tu centres deviens, d'intérêt. parce que les obstacles ne te font pas peur, en fait, ça te motive pour monter cet événement, parce que tu te rends compte que ce n'est pas que ton cas personnel, mais c'est beaucoup plus général. Et donc, tu fais disons, de la sensibilisation. Tu vas chercher des fonds pour monter ton événement. Moi, c'est comme ça que je te rencontre à l'époque. Il y avait donc différents systèmes pour accompagner la jeune création, et ce sont tous ces systèmes qui m'ont parlé de toi en disant, ah oui, il faudrait, à l'époque pour la commission diversité, il faudrait absolument que Laurence soit là. Et donc, c'est vrai que ce qui frappait à l'époque, c'était l'affirmation de soi en disant, moi je suis de l'autre côté du périph'. Et c'était assez marrant parce qu'effectivement, tu n'avais pas encore d'œuvre directement, mais il y avait déjà une affirmation. Donc ça reste comme ton histoire, ou aujourd'hui ça reste encore au présent dans tes choix en tant que productrice? Ça reste dans mes choix parce que moi, je suis très active aussi dans le milieu entrepreneurial. J'ai été lauréate d'un réseau qui s'appelle le Réseau Entreprendre, donc côté Seine-Saint-Denis. Et la personne qui m'accompagnait, qui était un grand patron, On peut me donner son disait... nom Oui, il s'appelle Jacques Deray et c'était l'ancien dirigeant de Maison du Café, D'accord. du groupe, quoi, en Donc France. c'est un coach, en fait, ou c'est un mentor? Je sais pas comment... Enfin, nous, on les appelle les accompagnateurs. D'accord. Donc, c'est pas tout à fait l'un ni l'autre. Et à chaque fois, il me disait un truc. En fait, c'est quelqu'un qui m'accompagne, avec qui je peux échanger sur le pilotage de ma boîte, voir les Entrepreneur, indicateurs, où j'en suis, etc. c'est Et formidable. lui, il me répétait souvent, il me disait, mais Laurence, il faut que surtout, c'est très important, il faut que tu restes dans ta ligne. Ne sors pas de ta ligne, de tes valeurs, la diversité et tout. Et parfois, c'est vrai que, comme c'était difficile, je pouvais être tentée de faire des choses un peu moins marquées, mais qui me permettraient plus facilement de vendre mes projets ou de trouver des partenaires. Mais c'est vrai que lui, et je l'ai gardé en tête, ça m'a accompagné. À chaque fois, il me disait, Laurence, c'est très important. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vois pas la lumière, même s'il me le disait pas comme ça, mais c'est important que tu gardes ta ligne. Parce que c'est comme ça qu'on va te reconnaître. En fait, c'est même plus que ça. Oui, c'est vrai. Et puis, peut-être qu'il y a 10 ans, c'était compliqué, mais aujourd'hui, ça l'est de moins en moins. Et au contraire, aujourd'hui, c'est presque recherché. C'est une valeur. Mais c'était aussi parce que, finalement, je pense que quand j'ai eu des moments compliqués avec ma boîte, c'est peut-être le fait d'y mettre autant de sens qui fait que je me suis accrochée. Parce que pour moi, j'avais l'impression de faire quelque chose d'important.
Ça fait plusieurs fois, depuis qu'on a commencé cette conversation, que tu insistes sur le fait que finalement, c'est ton rêve, c'est ton métier, le métier que tu as choisi, mais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés pour être la productrice. Euh, je me souviens d'avoir parlé avec toi de L'Ascension, qui est le film qui t'a fait reconnaître, parce que nous, on te Mhm. connaissait, mais il fallait aussi que le milieu, notamment du cinéma, voit le nombre d'entrées que tu faisais, puisque c'est un film qui a fait plus d'1 million d'entrées. Mhm. Donc c'est un peu entre guillemets, la cour des grands dans la production, puisque ça veut dire que tu as rencontré le grand public. Ouais. Euh, Quand tu dis qu'il y a eu des difficultés, euh, c'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés sur tes choix, sur le financement, ou sur l'ensemble du parcours. C'est-à-dire que, est-ce que c'est par définition un métier difficile? C'est par définition un métier difficile. Et moi, je pense que j'ai Cumulé. vécu, voilà, des difficultés multiples. Oui, Difficulté à convaincre le marché, c'est-à-dire les décideurs. les décideurs des chaînes, les distributeurs, mais aussi des difficultés, et là, ça, quand on est un producteur indépendant, une petite structure, des difficultés à pouvoir bénéficier des aides publiques. D'accord. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oui. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le Fonds Image de la Diversité a été créé. Oui. Mais c'est vrai que moi, quand je vois l'ascension, j'avais quoi? J'ai eu 5% d'argent public dans tous Ouais. les financements. C'était un budget à 5,5 millions. Oui. Aujourd'hui, à la Belle Étoile, quand je fais mes comptes, je n'ai même pas 1% d'argent public de subventions sélectives. Ouais. C'est-à-dire que l'argent du CNC qui est dans le film, c'est parce que j'ai mobilisé mon fonds de soutien et parce que d'autres producteurs, aujourd'hui, ce sont des producteurs qui sont venus à ma rescousse pour m'aider à financer, comme ça se fait aussi parfois, Bien je dis sûr, pas le bien sûr. contraire. Ouais. Mais c'est vrai que je me dis on a un angle mort, c'est comment dire, comment des producteurs, des petits producteurs indépendants ont accès à ces aides publiques. D'accord. Je pense qu'il y a un gros Il y a enjeu encore là-dessus. un enjeu. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, tu es quand même une productrice installée. Au Mhm. bout de 13 ans, ta société, elle fonctionne. Il y a effectivement des succès, il y a eu des entrées, il y a eu des éléments incontestables qui montrent que l'entreprise que tu as montée fonctionne. Pour autant, tu es toujours quand même de l'autre côté du périph'. Bien sûr, et je suis pas dans l'industrie, Ouais. c'est-à-dire que je fais pas des films avec des budgets de plus de 10 millions d'euros Mmh. ou dans des logiques de output deal avec telle chaîne qui va me commander pour 3 ans, je sais pas, tant de projets, ou pareil avec un distributeur. J'ai pas des accords comme ça Ça de viendra, ça boîte. viendra. Ben, on va tout faire pour, parce que à côté, enfin, je bénéficie pas non plus de l'aura film d'auteur, film indépendant qui me simplifierait les choses. Et ces films-là, en fait, je n'ai pas envie de les produire. D'accord. Donc, Mais si, en fait, c'est aussi le résultat de tes choix. Tu as oui, choisi d'être indépendante et tu assumes cette indépendance avec les risques et les difficultés de cette indépendance. Si on prend l'Ascension, par exemple, le film a fait plus d'1 million d'entrées. Aujourd'hui, mhm. bah oui, c'était évident, c'est un gamin de banlieue qui monte. Est-ce que tu peux expliquer les réticences ou la logique des refus que tu as dû essuyer? Tu peux raconter rapidement pour ceux qui n'ont pas vu le Oui, film. alors l'Ascension, donc c'est inspiré de la vie de Nazir Dandoun, que je salue, voilà, qui est journaliste originaire de l'île Saint-Denis et qui est parti gravir l'Everest sans expérience, en falsifiant son CV pour se faire passer pour un alpiniste chevronné. Et donc, de son livre Un tocard sur le toit du monde, j'ai décidé de produire l'adaptation au cinéma. Et avec cette conviction, c'est exactement ce que tu Oui. viens de dire. C'est-à-dire, je me suis dit, mais cette histoire, le poisson hors de l'eau, c'est trop cinématographique. Il y a de quoi faire une petite comédie très sympa, familiale, avec des valeurs, un message. Si je dois produire qu'un seul film, avoir ce cœur avec le 93 à l'intérieur comme image de fin, ben moi, si je dois produire qu'un film dans ma vie, ce sera celui-là, parce que c'est génial, ça rassemble tout ce que j'ai envie de faire. Du cinéma ambitieux, fédérateur avec la diversité, et puis qui vient changer les représentations des quartiers populaires. Et donc le film, on a mis du temps à l'écrire, c'était compliqué, on savait pas trop quelle direction prendre. Finalement, on a eu un scénario qui était bien, un studio. Ça, c'est combien de temps? Ça, c'était 2 ans. 2 ans. Ouais. Entre le moment où les droits sont acquis Oui, et le développement du scénar. voilà. Et le moment où on se dit, ah tiens, notre scénario est bien. Ça a pris un peu plus de 2 ans. Donc c'est quand même, voilà. Il faut vivre Il faut entre-temps. vivre pendant ce temps-là. Et,
Et moi, ma particularité, c'est que j'aime bien travailler avec des gens, enfin, faire des premiers films, faire émerger des talents. Ouais. Je considère que ça En fait fait, partie aussi de ma mission. pour le coup, tu as pris la face nord. Tu as pris toutes les difficultés. Exactement. Et en Des plus, inconnus, des ouais. histoires pas forcément, comment dire, mainstream, Mm. et en plus, les faire émerger, ce qui est le plus difficile. Et donc, finalement, un studio décide de nous suivre. Donc là, je suis aux anges, j'étais en vacances quand on m'a annoncé ça. J'étais vraiment, enfin, pour moi, ma vie elle a été sur le point de changer. Et puis finalement, ça s'est pas passé comme prévu. 1 an plus tard, ils décident d'arrêter. Et là, donc, quand je parlais de moments difficiles, en voilà un. Toute seule, Bah, je me dis, 2 ans et demi de travail. voilà, je me dis, est-ce que tout va s'effondrer? Parce qu'en plus, quand on prend une option sur un livre, il y a une horloge qui fait tic-tac sans arrêt. C'est qu'il y a un moment, il va falloir la lever, l'option. Bien sûr. Il va falloir payer le juste prix pour acquérir les droits. Et puis, en fait, là, typiquement, un moment très compliqué, bien, ce que je me dis, c'est que de toute façon, le film, il va se faire ou il ne se fera pas. Mais dans tous les cas, ça va pas me rendre malade. Et ça, c'était vraiment la meilleure chose que j'ai pu me dire dans un moment de grande difficulté. C'est, dans tous les cas, moi, j'irais bien. Que le film se fasse ou qu'il ne se fasse pas. Et puis finalement, donc avec un peu de patience, d'abnégation, on rencontre Ludovic Bernard qui va devenir le réalisateur du film. Et puis finalement, on retravaille aussi le scénario donc avec Olivier Ducret qui là maintenant a eu des prix à l'Alpe d'Huez pour son film Jumeaux mais pas trop. Ben, Olivier, je suis très fière et heureuse d'avoir pu aussi lui faire confiance. On s'était rencontrés dans le cadre du master. Et je savais que c'était enfin, j'ai pu voir son talent. En fait, j'étais juste à côté de lui et j'ai vu tout le potentiel qu'il avait pour des comédies. Et donc, il s'est associé avec Nadir, donc l'auteur de L'Exploit, journaliste et donc co-scénariste du film inspiré de sa vie. On dit que c'est pas bien de faire ça, et pourtant c'était mon choix. Et puis finalement, on s'est retrouvé avec une version qui était bien. J'ai dû courir après Mars Film à Donc, l'époque, un distributeur, voilà, parce de que cinéma. pareil, j'avais pas de pédigré, donc pour les voir, j'ai vraiment dû ruser. Et finalement, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, n'étant pas complètement du milieu, ils n'avaient pas le temps, ils bah, étaient débordés. ils sont noyés sous les projets. Et pareil, quand on va chez eux, il y a des piles et des piles de scénarios partout. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Tu as appelé le patron, tu Bah, en as fait fait, le j'ai siège, débarqué tu as à débarqué Cannes dans leur bureau. dans leur bureau à Cannes, avec ton projet, Et avec ton scénariste, oui, oui, avec ton oui, que j'avais scénario. déjà fait remettre auparavant. Mais là, c'est vrai que le fait d'être là, de dire, bon, ben, voyons-nous pour en parler, ça a accéléré le process. Et donc, ils l'ont lu, enfin, les personnes qui s'occupent des acquisitions l'ont lu, on s'est vu et on en a parlé. Et Ça, c'était à Cannes. ça, c'était à Cannes en 2015. Donc, tu lances la société en 2008, et en 2015, tu n'as toujours pas fait de long métrage. Tu as Ouais. fait des courts métrages, tu as Ouais. fait des documentaires, mais le long, en fait, ça fait 7 ans que tu Oui, cours oui. derrière, quoi. Ouais. C'est important, en fait. C'est du courage, en fait, qu'il faut. C'est de l'abnégation. Exactement. Et donc, ensuite, donc, on s'est vu en mai et j'ai eu le OK définitif en octobre. Et à partir de là, tout s'est accéléré. Octobre 2015. Ouais. Le film, 1 an de tournage, ou enfin 3 semaines, plus le montage. Ça a pris en tout, ça a pris 9 semaines. 9 semaines de tournage. Oui, en sachant Et que vous donc êtes il y avait parti 2 en semaines en Himalaya ou région pas? bien sûr. Bah, Il y avait 2 semaines en région parisienne, un trek de 5 semaines au Népal, Au Népal. jusqu'au camp de base. camp de base. Et ensuite, 2 semaines dans les Hautes-Alpes Oui. pour faire l'ascension finale, les scènes dans les glaciers. En sachant que l'équipe, pour l'anecdote, après le Népal se disait ouais, c'est bon, le plus dur est derrière nous, plus rien ne peut nous arriver, on a dormi, on a bravé le mal de l'altitude, etc. Tout va bien se passer. Et ils se sont retrouvés dans les Hautes-Alpes en juin avec une tempête de neige bloquée pendant 3 heures. Donc ça, c'est la réalité du cinéma, voilà. du tournage. Ouais, donc c'était assez épique, mais peut-être davantage le tournage en France qu'au Népal. Et ça, c'est la partie, finalement, bon, la partie que tu aimes beaucoup, le tournage, Ah oui. le montage se passe bien, l'équipe fonctionne. Et le lancement, finalement, comment est-ce que tu fais pour le lancer? Puisque pas de vedette dans le casting. Ben Ahmed, en fait,
pas de vedette pour les gens du cinéma, parce qu'il n'avait pas encore fait de grands films. Mais Ahmed, c'est quelqu'un qui était connu, qui avait une notoriété. Et après, les étoiles s'alignent. Il se trouve que en mai 2016, il a participé au Marrakech du Rire. Et il a fait un carton. Un carton sur place, mais un carton aussi sur les réseaux sociaux. La vidéo n'a pas arrêté de circuler, etc. Donc, c'était en train de... La mayonnaise autour du film était en train de Il a fait le monter aussi, marketing. voilà, grâce à Ouais. la notoriété grandissante d'Ahmed. Et donc là, le film, il y a la fameuse première séance Oui, il y a eu... le Alors, mercredi au Hall où tu av- sais que ça va marcher ou tu sais pas que ça va marcher. avant la première séance, il y a eu la première avant-première. Et là, c'était à Stein. On a organisé ça dans une salle de 500 places à Stein, dans le 93. Donc c'était rempli, il y avait la queue. Donc déjà, ça, c'était beau. Et Et le bouche-à-oreille avait fonctionné. oui, Parce bon, que bah ça, les c'était gens connaissaient pas... l'histoire Oui, déjà, oui, le oui. Et livre. puis Ahmed Silla, et puis Nadir Dandoun. Enfin, Stein, c'est chez lui, et 93. C'est une star, Nadir, en fait. Mm. Et donc, c'était plein. Et en fait, on est parti dîner, comme ça se fait parce qu'on a déjà vu le film 300 Ouais. fois. Donc, pendant la séance, on va dîner. Et en fait, on revient un petit peu avant la fin. Et là, applaudissements, cris dans la salle pour une des dernières scènes du film. Donc Et là, là, tu c'est la sais chair que... de poule et on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe en fait? Mm. C'est-à-dire que on a l'impression d'être revenu, je sais pas, 50 ans en arrière où les gens allaient au cinéma comme un spectacle et puis Ouais. ils applaudissaient, etc. Et c'est des scènes qui se sont reproduites bien après la sortie dans Donc d'autres c'est-à-dire qu'il y a cinémas. eu ensuite une tournée ou Voilà, il y a eu une petite tournée d'avant-première et à chaque fois c'était la même enthousiasme. joie, enthousiasme. Et puis Ahmed, les gens qui voulaient à tout prix se prendre en photo avec lui. Et puis ensuite, le premier mercredi, bah, les dés sont jetés. C'est-à-dire que, de toute façon, là, Il y a eu de la on- publicité, il y a eu bien cette sûr. campagne et tout Ah oui, ça. oui, oui, D'accord. oui, il y Donc avait c'est un un budget lancement, un important. gros C'était un budget. budget classique, les bus, les affiches. Combien de salles? 229 Donc à la ils ont sortie. cru. C'est pas mal, mais c'est pas non plus... Ouais, c'est pas un blockbuster américain. Voilà. Et ça a monté au fur et à mesure. Je crois que le maximum qu'on ait eu, c'est 480 copies. D'accord. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, tu te rends compte que c'est depuis que tu as lancé cette boîte, c'est ce que tu... Ben oui, puisque les salles sont pleines à chaque fois. Et puis sur les réseaux sociaux, beaucoup, on suivait tout, en fait. Les retours des gens qui étaient hyper heureux du film. Donc on comprend que ça va être un succès. C'est vrai que moi, quand je démarre la production, j'ai des ambitions extraordinaires pour ce film. Et puis, quand le film est terminé, on commence à le montrer, les gens disent c'est génial. On commence à parler aussi avec les professionnels qui nous disent ouais, ton film est bien, mais attends, tu sais, Ouais. le marché, enfin, si vous Le faites public. 400 000, c'est déjà 400 000, ah super, ouais. quoi. Ouais, ouais, ou 600. On me disait d'espérer 400, que ça serait génial, voire 600. Et puis, les gens qui faisaient des paris, moi, ça me remontait. Certains disaient, voilà, oui, voilà, 400, 600. Enfin, mais moi, mon ambition, fallait faire 1 million, quoi, minimum. Mhm, mhm. Et puis, plus ça prenait, plus ça montait. Et puis, plus je me disais, oui, on va faire le million. Et puis, j'espérais faire encore un peu plus. Mais c'est vrai que l'objectif a été rempli puisqu'on a dépassé le million. Et c'est après tout ça, que le film soit sorti, qu'il ait marché, que Netflix derrière les prix, etc., que je regarde dans le rétroviseur et je me dis, waouh, mais en fait, il y a très peu de femmes qui font des films de ce montant-là. Ouais. Plus les budgets montent, et moins il y a de femmes. Ouais. Et en fait, des femmes qui produisent régulièrement des films de plus de 5 millions d'euros, on les compte sur les doigts d'une main. Je voudrais oublier personne, mais je pense notamment à Marie Castille Mention-Char, je pense à... Enfin, il y en a plein, Isabelle Madeleine, Marie Masmonteil, enfin, il y en Voilà. a quelques-unes, mais... Mais par rapport au nombre de producteurs, c'est minime. Oui. Et c'est vrai que là, je me dis, waouh, Performance. je viens d'accomplir un truc pas mal. Je suis rentré dans un club. Mm. Mais ce parcours qui est quand même couronné de succès, c'est ça aussi qu'il faut voir. Parce que Je moi, pense que on pourra dire ça sur la longueur. Moi, j'ai envie, enfin vraiment pour moi, le succès, je me compare vraiment à mes pairs et il faut que j'en fasse une dizaine. Et là, on pourra dire oui que mon parcours...
Donc même malgré 7 ans Bah oui, de... il y a des gens qui en font 3-4 par an, des films plus de 5 millions, donc Donc toi, j'ai tu encore veux de en la faire au moins marge. 3-4 par Ça an, serait bien. ça serait bien. Peut-être, tant qu'il y a du plaisir. Ouais. Mais oui, pourquoi pas. Et quand tu vois l'évolution finalement du cinéma et des séries finalement, où les personnages comme Ahmed Silla ou les personnages, disons, de la diversité existent, quand tu vois le succès d'un Omar Sy par exemple, est-ce que ça te réconforte? Est-ce que ça te donne encore plus d'espoir? Ou est-ce que tu dis finalement c'est déjà récupéré par les grosses machines? Bah, non, ça me réconforte pas parce que je voudrais qu'il y en ait beaucoup plus. Je voudrais que il y ait une diversité d'acteurs Naturellement. noirs qui soient représentés et pas que Omar Sy, que Omar Sy ne soit pas la personne à laquelle on pense dès qu'on veut mettre un noir dans un rôle, en fait. Donc, je voudrais qu'il y en ait beaucoup plus. Et des femmes aussi. Et des femmes, évidemment. Là, donc, je reprends ma casquette du collectif, enfin, je la prends parce qu'on n'en a pas Oui, parlé, oui, on n'a pas du encore collectif parlé. 50-50, mais on a sorti une étude qui s'appelle Synégalité, qui s'intéresse à justement aux représentations de toutes les diversités dans les films au cinéma, donc ce qui est assez inédit. Et en fait, tu parlais des femmes issues de la diversité, on a un petit souci, parce que les femmes non blanches aujourd'hui, c'est 6% des rôles principaux et 2 fois moins que les hommes non blancs. Donc ça veut bien dire que, dans les imaginaires, on a un petit souci. Quand tu dis on a un petit souci, c'est qu'en fait, en tant que productrice, quand tu fais des choix, consciemment ou pas, toi, tu privilégies des histoires. Dans ces histoires, tu as pris le choix, et tu l'as dit, que c'est ta ligne éditoriale depuis le début de représenter finalement la diversité. Et tu te rends compte qu'en réalité, dans les décisions d'investissement, de distribution, finalement, ce sont des freins de représenter des personnages, des histoires qui ne sont pas des histoires... moi, j'emploie volontairement le mot anglo-saxon mainstream. En français, on dirait grand public. Mais toi, au-delà d'1 million d'entrées, on peut considérer que c'est un succès grand public. Oui. Donc, tu as déjà démontré que ça pouvait marcher. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer ces freins? Je pense que dans le cinéma, je ne rencontre pas les mêmes freins que côté télévision. Et quand je dis cinéma, j'inclus les partenaires cinéma des chaînes de télévision, parce que D'accord. c'est le monde du cinéma. Aujourd'hui, je suis attendue, j'ai fait mes preuves, on m'attend. Quand je demande un rendez-vous pour proposer des choses, j'ai le rendez-vous et ça se passe plutôt bien. Parfois, et là c'est plutôt dans les groupes, je peux ressentir des réticences parce que j'ai pas encore tout à fait la carte de membre. Donc, C'est même quoi? S'il faut si, avoir fait 10 millions d'entrées? disons que il y a beaucoup de choses qui entrent en compte dans les choix et parfois, en fait, mes projets sont plus risqués que d'autres. C'est D'accord. ça. Donc, le fait que c'est souvent enfin, c'est quasi essentiellement des premiers films avec des castes pas toujours connus, etc. Mais à la fois, il y a une attraction parce que les gens que j'ai en face ont envie de reproduire le phénomène l'ascension. Mais d'un autre côté, ils ont quand même peur d'être la personne par qui peut-être qu'on va prendre un risque et peut-être ça va pas marcher. Et surtout en ce moment avec le Covid, C'est dur. la prise de risque, c'est pas quelque chose qui est très encouragé. Mais moi, je me porte très bien. Enfin, côté cinéma, c'est vraiment, j'arrive à Ça veut dire travailler, qu'aujourd'hui, tu as plusieurs productions en cours, voilà, plusieurs oui, oui, tournages qui ont eu lieu, et puis des projets enfin, en développement, quoi. c'est ça. Donc là, tu as un pipe, comme on dit professionnellement, qui est bien en cinéma. Ouais, j'ai l'impression que, comment dire, je suis dans un jeu qui est plutôt juste, où mon travail est rétribué à sa juste valeur, etc. Donc la société vit, tu as combien de salariés? On est 7, Non. mais il n'y a pas que des salariés à temps plein, il y a aussi, j'ai 2 apprentis. Et toujours installé en Seine-Saint-Denis? Oui, Toujours de l'autre côté du juste périph'? de l'autre côté du Juste de périph'. l'autre côté du périph'. Ouais. Donc ça veut dire que en 13 ans, tu Mmh. as réussi à la fois à faire ton rêve, c'est-à-dire d'en vivre, Oui. d'avoir finalement une équipe qui est solide, enfin il y a 7 personnes qui sont régulièrement présents, Mmh. de faire finalement les films en cinéma qui te plaisent et qui ont rencontré le public. Pour autant, tu as l'impression que le club est quand même assez fermé. Côté audiovisuel, clairement. Vraiment, là,
Alors, j'ai quelques amis qui, de temps en temps, me disent: «Oui, mais il faut que je te présente un tel, il faut que je te présente». C'est une autre manière de fonctionner. Je trouve que c'est assez, dépassionné et c'est plus des enjeux de réseau que, que dans le cinéma. ouais. Où finalement, le cinéma, on fait des prototypes et on assume le risque. Exactement, exactement. Après, on a envie de reproduire le succès, mais on prend le risque. Alors que finalement, dans l'audiovisuel, si je suis ton raisonnement, il y a un raisonnement beaucoup plus conservateur. On fait C'est ça, travailler que ceux avec lesquels on travaille. c'est ça. Je caricature parce que Mais moi, on me l'a dit. on te l'a Et je dit. m'en souviens très, très bien. C'est une personne, alors qui aujourd'hui, je pense qu'elle est à la retraite. Non, elle est à la retraite, de toute façon. Donc elle a dit, Mais elle me l'a dit, et ça, elle me l'a dit, je venais à peine de commencer. Elle me dit: «Laurence», elle me fait un petit schéma. Elle me dit: «Là, tu vois, il y a 100 producteurs. Eh bien, nous», je vais pas dire pour quel groupe elle travaillait, «nous, on travaille avec 5% et c'est toujours les mêmes». Donc elle m'a expliqué ça. bon, donc toi, te connaissant, c'est pas ça qui va t'arrêter. Oui, et puis en plus, des années plus tard, elle a fini par me prendre un projet. Moi, l'objectif de cette conversation, c'est aussi de montrer que les lignes bougent. Et Oui. toi, tu les as fait bouger. Mmh. On va passer un peu à la deuxième partie qui est aussi importante, c'est ton parcours. J'ai vu sur LinkedIn que tu étais aussi conseillère municipale. C'est-à-dire qu'en plus de tout ce dont tu nous as parlé, tu as un parcours finalement d'engagement. C'est un peu aussi une de tes caractéristiques. C'est-à-dire que tu n'es pas simplement un acteur d'un métier dans le cinéma, tu es aussi quelqu'un qui prend des engagements et qui fait bouger les lignes. Quand tu peux pas produire, tu montes l'association des jeunes producteurs indépendants pour mettre en avant cette cause, mais aussi pour permettre finalement de transformer les choses. Aujourd'hui, quand tu es conseillère municipale, c'est à Bobigny, c'est ça? Oui. Donc ça, c'est quoi cet aspect d'engagement? Tu t'occupes de culture. Quelles sont les actions qui sont dans cette ville de Bobigny qui t'ont mobilisé? Tu as dû faire une campagne. On n'est pas conseillère municipale sans participer à une campagne. Comment est-ce que tu caractérises cette deuxième ou troisième vie? Je ne sais pas comment tu l'as. En fait, tout a commencé par un engagement, auprès d'une personne. C'était une rencontre, du candidat, d'une liste citoyenne qui s'appelle Fouad Benhamed, que je connais depuis plusieurs années. C'est l'engagement qui nous a fait nous rencontrer, au-delà du fait qu'on est tous les 2 issus de Bobigny. Et donc, un jour, je le croise. Je savais qu'il pensait, enfin, qu'il avait des envies, politiques, locales. Et un jour, je le croise et je lui dis: «Alors Fouad, tu vas te présenter ou pas?» Et il me dit: «Oui, je sais pas, je réfléchis encore». Donc ça, c'était en 2019, je crois. Et quelques mois après, il me contacte en me disant, «Est-ce qu'on peut se voir? Voilà, je vais me présenter». Et là, je peux pas me défiler, enfin, donc tout naturellement, je lui dis: «Bah, tu peux compter sur mon soutien, moi je serai là». Donc je commence Ta à faire société est toujours campagne. à Bobigny ou ta société? Le siège est Le à siège est à Bobigny, ouais. Bobigny. Et donc, je commence à faire campagne avec lui. C'est quelque chose que j'avais jamais fait, que je pensais pas faire, mais quand on a quelqu'un en qui on croit, dont on partage les valeurs, eh bien, à un moment, il faut aussi, Mm. prendre ses responsabilités et y aller. Et donc j'ai fait campagne avec lui, sur cette liste citoyenne. Donc on a fait un accord au deuxième tour, pour une liste de gauche. Et finalement, cette liste a gagné. Donc c'était pas mon candidat qui était le maire, mais un autre. Et voilà comment je me suis retrouvée conseillère municipale. Donc c'était pas quelque chose que j'avais anticipé. Alors je le fais très modestement, très humblement, je n'ai pas de mandat. D'accord. En revanche, je suis, administratrice d'un établissement, culturel, Canal 93, qui vise justement à démocratiser aussi, l'accès, à l'art, de la scène, à travers tout plein d'activités et de spectacles. Il y a un lieu ou Oui, c'est un lieu. c'est un lieu? Avec, donc il y a une scène, il y a des studios d'enregistrement, et on propose, beaucoup d'activités à destination, en priorité des habitants, mais aussi de ceux du département. Est-ce que ça a changé quelque chose sur ton regard par rapport au monde du cinéma, par rapport au monde qui est de l'autre côté du périph', d'avoir un mandat, enfin en tout cas un engagement local? Bah, je trouve que ça manque dans des réalités. Par exemple, demain, je vais aller au conseil d'école d'une D'accord. école, primaire. Ouais. Et on parle de problématiques, enfin, c'est des choses, très terre à terre. Et tu Heu, vois les gens pour lesquels tu as été, oui, par lesquels tu as été oui, élu, oui. avec lesquels tu as été élu. Est-ce qu'ils savent que tu es productrice de cinéma? Non.
Est-ce que Enfin, la ça... directrice de l'école, en l'occurrence, oui, elle le sait. Les autres conseillers municipaux, je pense qu'ils sont au courant, enfin, ceux qui se sont enseignés en tout cas, mais c'est pas quelque chose que je mets en avant. Pourtant, c'est extraordinaire quand tu y penses. Oui, mais juste, bah là, quand je suis au conseil municipal, je suis très ordinaire. Oui, mais un producteur de cinéma, dans la tête des gens, c'est un peu mythique, hein. Quelqu'un qui fait des films, et personne ne t'en parle ou parle de tes films. Non, c'est un autre monde. Ouais. Et en fait, toi, tu assumes bien cette frontière, finalement. Oui, je l'assume bien et puis, comment dire? C'est vrai que j'essaie déjà de faire le Le travail en travail. tant que conseillère municipale. Est-ce que ça t'inspire? Est-ce que il y a des histoires que tu lis ensuite dans les sujets qui réagissent par rapport à cet engagement? Parce que ça, c'est concret, tu vois la vie des gens au quotidien. Non, mais en revanche, j'ai eu l'occasion de voir une comédie musicale que j'avais trouvée géniale, faite par une asso, et ça, ouais, ça m'inspire. Je me dis: «Mais quel talent, en fait!» Ouais, nos quartiers ont du talent, pour reprendre le nom d'une d'une association. asso, ouais. Donc en fait, tout cet engagement associatif et en fait politique, sans rentrer dans la politique politicienne finalement, aujourd'hui, ça fait que ton parcours qui était classique, tu es né dans ces quartiers, tu as vécu là. Finalement, est-ce que tu continues à avoir, par rapport aux gens de ton lycée ou aux gens de ta génération, des liens réguliers? On dit souvent que le monde des médias est déconnecté. Est-ce que toi, tu as gardé finalement un ancrage Bien sûr. et c'est ça qui te fait tenir ou qui te fait continuer à avancer sur ces engagements d'origine? Mmh, je dirais que c'est plus un endroit où je me sens, il y a un mot qui a cours dans le monde militant, c'est le mot safe. Un endroit où on se sent en sécurité et c'est vrai que, quand je suis avec des personnes qui ont, le même, background que moi, qui sont originaires de la même ville, des mêmes quartiers et cetera, bah, au moins, je peux être moi-même, Qu'est-ce j'ai qu'il y a? pas, Tu es originaire d'où, toi? moi de Bobigny, De Bobigny. ouais, Tu es né à Bobigny oui. et tes parents aussi sont nés à Bobigny ou ils ont Non, des Antilles, des Antilles? Où ça, Guadeloupe, aux Antilles de Guadeloupe? ouais. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui est en train de se passer sur les questions d'identité, est-ce que tu te sens porteuse de quelque chose? Bien sûr. Et donc c'est ça en fait que tu portes. Bah, enfin, quand je disais que voilà, je suis à l'aise avec des gens qui ont le même vécu que moi, c'est que, par exemple, si je suis avec des amis, on discute, avec des copines, et puis, une va commencer à parler d'une mésaventure qu'a subi son fils, qui s'est fait arrêter, qui a passé la nuit Au faciès. en commissariat, voilà, des faciès, et puis une autre va raconter qu'heureusement elle était là avec, parce qu'elle est infirmière et ça a pu empêcher que son fils se fasse arrêter et cetera. Bah, personne va remettre en question, en fait, hem, la sincérité, de ce qu'elle raconte. Donc j'ai pas à argumenter sur certaines situations, on peut parler de tout, on peut, parler aussi, comme on veut parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais la glottophobie, c'est une réalité aussi. Qu'est-ce que c'est la Bah, glottophobie? c'est le fait de, comment dire? De discriminer certains accents ou Ah de oui, s'en moquer et cetera. Heu Quand on grandit en banlieue, on a une manière de de parler s'exprimer. aussi, qui est délégitimée, dans le monde professionnel ou dans le monde public. Bah, quand je suis avec mes amis, je suis à l'aise, je parle comme j'en ai envie. Donc c'est ça, être safe finalement, Oui, c'est être dans un être soi-même, environnement, ouais, sans porter de masque, de sans porter de casquette. masque. Ouais. Et donc en fait aujourd'hui, en ayant ces engagements, en étant toujours ancré dans ce territoire finalement, aujourd'hui tu continues à voyager, c'est-à-dire que tu vas au-delà du périph', tu continues à raconter des histoires qui viennent de ces univers, Mmh. et en même temps tu navigues aussi dans des sphères qui sont celles où on prend des décisions, dans les chaînes de télévision, au Festival de Cannes. Mmh. Euh, tout ce parcours, est-ce que tu l'avais imaginé quand tu rêvais de ta boîte? Honnêtement, heu, c'était très abstrait, donc oui, j'avais envie que ça réussisse et j'ai imaginé que j'allais réussir, et puis j'avais une expérience quand même, de ce que c'était que la vie d'un film, avec mon Ton métier, ton premier voilà, et puis mon métier. expérience chez Studio Canal, chez Unifrance et cetera. Je savais ce que je pouvais espérer, en fait, ce à quoi je pouvais rêver, donc oui, j'en ai rêvé. Maintenant, hem
Mais tu es chef d'entreprise Oui, et aujourd'hui. puis chaque jour est spécial. Donc, Tu es à la fois chef d'entreprise, donc tu as expliqué ce qu'était ton métier, puisque tu es à la fois commercial, développeur, développeuse. C'est toi qui te fais les choix artistiques. Mhm. Euh, je crois qu'il n'y en a pas d'autres dans ta génération avec ce parcours venant des quartiers. Est-ce que tu as conscience d'être ce que les Américains appellent des rôles modèles, c'est-à-dire quelqu'un qui porte quelque chose, qui va inspirer, qui va donner confiance à ceux qui n'ont pas l'habitude de voir des femmes productrices, qui n'ont pas l'habitude de voir des, des, des citoyens qui portent des valeurs culturelles qui viennent parfois de l'autre côté de l'Atlantique. Aujourd'hui, tu portes ça avec facilité finalement, mais tu te rends bien compte que c'est un chemin exceptionnel. Oui, et puis j'essaie d'encourager euh, les personnes qui ont envie d'entreprendre. Alors, je le fais à travers des masterclass. Quand on me sollicite, je viens toujours participer avec plaisir pour Partager, transmettre, transmettre. mon expérience au plus grand nombre. Parce qu'évidemment, le faire individuellement, c'est compliqué, mais quand on a la chance de pouvoir parler à plein de personnes en même temps, c'est encore mieux. Mais oui, j'en ai conscience et j'essaie vraiment d'avoir cette bienveillance-là, cette transparence sur mon parcours, sur les réalités de la vie d'entrepreneur et la vie de productrice, et faire en sorte et de créer les conditions du changement. Et ça, je le fais aussi beaucoup avec le collectif 50-50. Alors, moi, on va parler du collectif. Hein. Aujourd'hui, tu es chef d'entreprise aussi. Oui. Tu peux dire combien de chiffre d'affaires tu fais, ou c'est important, c'est en millions? Tu développes ton activité. En 2020, c'était pas en millions. Voilà. En 2020, c'était pas en millions, il y a des Non. hauts et des bas. Voilà, Quand oui. tu parlais des difficultés tout à l'heure, tu faisais aussi allusion à ces difficultés financières. Oui, bien sûr, oui. Il y en a eu, il y en a eu avant l'ascension, il y en a eu après l'ascension. Donc, ça fait partie du métier. Et c'est vrai que si on a envie d'avoir une vie Tranquille. tranquille, sans se poser de questions, voilà, c'est peut-être pas le bon métier, c'est peut-être pas la C'est bonne toi qui vocation. négocies avec les banques. Oui, Et ça se passe ou comment? mon équipe, on trouve des solutions. On trouve des solutions. Oui. Non, parce que c'est la vie d'un chef Oui, d'entreprise. C'est ça que je voulais aussi dire, c'est-à-dire que tu as choisi d'un certain côté une vie de rêve, en tout cas de faire des choix artistiques. Puis il y a aussi, parce qu'un producteur c'est aussi un entrepreneur, la réalité de l'entrepreneur, les fiches de bien paye sûr. à la fin du mois, la négociation avec les banques, la négociation avec les distributeurs, tous les systèmes, disons, d'aide publique et tout l'impact politique. Et aujourd'hui, tu portes tout ça sur tes épaules en étant aussi mère de famille. Donc, avec finalement, on va dire, la charge mentale de toutes celles qui ont décidé de franchir beaucoup d'étapes qui auparavant étaient quand même masculines. Mhm. Donc, tout ça, en fait, toi, tu le portes et tu continues à le porter et tu as envie qu'il y en ait d'autres, en fait. Exactement. J'ai envie que ça soit plus simple. Tu as envie qu'il y ait d'autres personnes des quartiers, d'autres. Oui, parce que ça me fait pas plaisir, moi, quand je vais dans des événements ou des déjeuners et de voir que je suis la seule. Je suis la seule noire. C'est pas quelque chose que j'apprécie. Il y a eu une époque peut-être où euh, que ce soit des femmes ou des personnes non blanches se sentaient valorisées du fait d'être la seule. Ça leur donnait l'impression d'avoir un parcours extraordinaire. C'est pas mon cas en fait. Aujourd'hui, tu te sens. En plus, les Antillais, c'est pas exactement la même histoire que les autres parties de la population, puisque en Mm. fait, On est tu es français né depuis des français depuis des générations, bien sûr. générations. Mais il y a aussi une histoire très mouvementée en Guadeloupe, Ouais. une histoire très mouvementée aussi dans les banlieues. Tu te sens porté par tous ces sujets et tu voudrais qu'il y ait plus finalement de femmes qui soient aussi dans ta posture. Bien sûr. Est-ce que c'est la raison de ton engagement, par exemple, dans le collectif 50-50? Oui, c'est la raison de mon engagement. En fait, c'était vraiment suite à l'affaire Weinstein et puis après l'ascension. C'est une prise de conscience progressive. Donc après l'ascension, je réalise que, en fait, en Toi-même, tant tu as que fait une femme, ascension. voilà, je n'étais pas censée être là. Ouais. Et ensuite, l'affaire Weinstein, donc j'en parle avec une amie productrice et puis on se dit, mais mince, faut faire quelque chose. En fait, il y avait une loi du silence. Exactement. Il y avait une omerta, en fait. Tout le monde savait, Mm. mais personne ne disait rien, ou on considérait ça comme...
Oui, et puis Normal. c'était une sorte de boys club avec des règles du jeu qui n'allaient pas vers un environnement de travail qui soit Safe. safe, exactement, pour tout le monde, ni inclusif. Et donc, j'ai rejoint en fait une des réunions fondatrices du collectif pour ça, suite à ça. Et en fait, je découvre avec joie, parce qu'avant, moi, mon combat, c'était diversité, inclusion, diversité, inclusion. Oui. Et en fait, je découvre avec joie, lors de cette réunion fondatrice, que non seulement les femmes qui décident de lancer ce mouvement, elles ont envie de s'attaquer au sujet de la parité, mais que cette parité n'ira pas sans diversité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a quand même apaisée, parce que je me Mhm. suis dit, waouh, c'est beau de voir ces femmes blanches, dont beaucoup sont issus d'un milieu plutôt bourgeois, et se dire, tiens, bah, nous, en fait, et surtout les jeunes, en fait, les jeunes, Oui. il y avait des jeunes comédiennes ou autres, qui ont dit clairement que si le collectif 50-50 ne s'occupait pas de questions de diversité, que ça ne les intéressait pas et qu'elles n'en feraient pas partie. Mhm. Et c'est vrai que ça m'a vraiment confortée dans mon Même envie si tu étais la seule, encore une fois. Non, j'étais Non? pas la seule. Ah, On voilà. était 2. D'accord. C'est Bon, c'est c'est mieux. pas mieux. Sur combien? Sur une quarantaine. Ouais. Bon, c'est pas terrible. Mais après, il y avait sans doute aussi des femmes. Euh, bon, la majorité était quand même blanche, mais il y avait bien aussi des Asiatiques, j'imagine, et Ouais. des Maghrébines. Enfin, j'espère, en tout cas, je m'en souviens pas. Mais, euh, mais en tout cas, ça donne de l'espoir, et c'est un début. Et après, c'est vrai que d'avoir cette prise de conscience, même si ben, on est dans un environnement qui est très blanc, qui est très parisien, qui est très bourgeois, ben, c'est parce que c'est à l'image de l'industrie. Donc, il faut bien commencer quelque part à déconstruire ça pour aller inclure d'autres personnes et créer ce changement. Et est-ce que c'est pas aussi surtout reconstruire? Parce que, Oui, est-ce qu'il n'y a pas à construire tout simplement? oui, bien La sûr. démarche, Mais pour ça, il faut quand même déconstruire certains schémas mentaux, une manière de fonctionner, et comprendre. En fait, prendre du recul pour comprendre, dire oui, c'est vrai que ça a toujours été comme ça, mais c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça doit le rester, en fait. mmh et donc ça veut dire aussi mettre en cause, même, dans ses propres communautés, des comportements masculins, systématiques. Il y a dans les communautés, diverses, variées, Oui, que ce soit aux Antilles, à Paris ou ailleurs, des hommes, qui sont aussi, bah, porteurs de tous les préjudices, et de bien toutes les sûr. discriminations. Le patriarcat, c'est pas une question de couleur, en fait. C'est la chose la mieux partagée, la mieux répandue dans le monde. Et justement, est-ce que quand on entend toutes ces polémiques sur le wokisme et tout ça, est-ce qu'il n'y a pas un côté, lunaire, dans ces critiques? Puisque finalement, on reprocherait à des, femmes de vouloir porter des valeurs, alors qu'elles-mêmes, elles sont, finalement minoritaires, souvent, pas forcément en prise, c'est pas elles qui ont le pouvoir en général. C'est quoi, comment tu perçois ça? Parce que toi, tu vois une réalité, c'est que tu es minoritaire, et une autre réalité, c'est qu'il y a très peu de femmes. Mm. Vous vous réunissez pour créer quelque chose qui cherche à réinventer, et Mm. finalement, il y a une étiquette, de militantisme, radical. Est-ce que c'est la réalité, ou est-ce que c'est juste Ben, en dans fait, le combat militant, il y a des caricatures? c'est une stratégie assez classique et courante des personnes qui n'ont pas envie que les Le monde choses change. bougent. Donc, comment on fait quand on veut pas que ça bouge? Eh bien, on diabolise les personnes qui essayent d'œuvrer pour plus d'égalité. Aujourd'hui, on parle du wokisme. Avant ça, il y avait le séparatisme. Et puis, avant le séparatisme, il y avait l'indigénisme. Et avant l'indigénisme, il y avait le communautarisme. Donc, à chaque fois, en fait, on On trouve, invente un mot. voilà, un nouveau mot, un nouveau concept qui, en plus, ensuite devient... personne ne cherche à le questionner ni à le remettre en cause. Ça devient finalement accepté par tout le monde, et puis tout le monde le reprend à son compte. En tout cas, les personnes qui sont au pouvoir et qui ont accès à une parole médiatique. Et, mais ça n'empêche pas, Dieu merci, les personnes qui ont envie de faire bouger les choses, de le faire. Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais dans le collectif 50-50? Il y a eu l'étude dont tu parlais tout à l'heure, Oui, pour montrer que, il y a une réalité, oui. hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a concret, et qui va permettre de transformer finalement les choses?
Alors, c'est exactement ça. En fait, le collectif, part de données, pour ensuite questionner une situation et puis rechercher des solutions. Rechercher en interne avec nos adhérents, en organisant des ateliers et puis aussi en travaillant avec des institutions, avec les pouvoirs publics, pour faire en sorte que, les choses puissent évoluer. Par exemple, on a mis en lumière, heu, les différences de carrière entre les réalisateurs et les réalisatrices. Ça, c'était la notre Concrètement, première sortie. ça a démontré que finalement, Ben, on se pose la question, on se dit pourquoi, quand dans les écoles de cinéma, type la FEMIS ou autre, on a une parité parfaite, 50 de diplômés en réalisation sont des femmes et les 50 sont des hommes et puis, plus on avance dans la carrière, plus ça diminue pour arriver à, 23 de femmes, réalisatrices en France et puis, quand on voit le plus on va loin, enfin, c'est beaucoup de 1er et 2e films. Les femmes qui réalisent leur 3e film, elles sont encore plus ouais. minoritaires. Et donc une fois qu'on collecte toutes ces données, on se dit: «Mais pourquoi? Où est-ce que où est-ce que, le bât blesse?» Donc on va voir les festivals, on leur dit: «Mais pourquoi est-ce que vous avez si peu de femmes, réalisatrices dans vos sélections?» Et là, ils nous disent: «Mais c'est pas nous, c'est parce qu'elles envoient moins de films». Donc on leur dit: «Bah OK, chiche, montrez-nous les chiffres». Et c'est comme ça qu'on a signé cette charte en 2018, au Festival de Cannes avec toutes les sections, puis ensuite, dans plus de 150 festivals dans le monde. Je crois qu'on est à 189 aujourd'hui. Où les festivals s'engagent à une transparence, nous dire combien de films réalisés par des femmes ils reçoivent, Mmh. combien de films ils sélectionnent et une transparence aussi de nous dire qui sont dans les comités de sélection. Parce que, eh bien, s'il y a que des hommes, dans les comités de sélection, peut-être que leur manière d'apprécier, telle ou telle œuvre, va être conditionnée aussi par leur expérience en tant qu'hommes. Donc ça on leur a demandé de la transparence et d'eux-mêmes, les festivals, se sont dit: «Bah, tiens, on va mettre aussi un peu de parité, un peu de diversité parce que, peut-être qu'on a Dans les un petit jurys, souci. dans nos Dans les choix, dans programmateurs. les Parce programmateurs. qu'une fois en fait, une fois que la programmation est faite, vous pouvez mettre de la diversité, c'est trop tard Trop parce tard. que le socle à évaluer, Donc il y a de plus en plus de programmatrices oui, dans tous les festivals. oui, enfin en tout cas en France, Et ça, vous le mesurez aussi ou est-ce oui. que ça reste une, Beh, comme maintenant c'est communiqué, on ouais. peut savoir, on peut faire nos statistiques Mais en est-ce que fait. c'est pas ça finalement qui gêne, tous, les gens qui avaient des habitudes? Finalement, ça veut dire qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans le Oui, jeu, des oui, femmes, qui, changent les équilibres en fait. tout à fait. Et ensuite, hem, elles vont elles-mêmes faire ses choix ou elles peuvent rester indépendantes? C'est-à-dire qu'il y a des années, il y aura peut-être plus de femmes que d'hommes, dans les choix ou inversement. Est-ce que c'est un engagement ou est-ce que c'est pas simplement changer les règles du jeu? Comment est-ce que ça se manifeste? Ben en fait, c'est, comment dire? On peut pas faire les choses, on peut pas brusquer, des organisations, on peut pas empiéter sur leur liberté éditoriale, ni sur leurs critères de sélection des programmateurs. Nous, ce qu'on fait, c'est plus les sensibiliser, Ouais, les inviter dans notre démarche en disant qu'ils font partie aussi de la solution bien et sûr. qu'on est prêt à travailler avec eux et c'est comme ça qu'on a pu embarquer avec nous, tous ces festivals. Et une fois que ça a été fait, qui a au fond décrispé les discussions, j'imagine, la deuxième partie dont tu parlais tout à l'heure, Synégalité, ça Oui, c'est ça encore c'est plus tout ambitieux. récent, oui. Alors quelle est l'ambition de Alors Synégalité? l'ambition de Synégalité, c'est de s'intéresser aux 100 films les mieux financés en France et aux 100 films qui ont fait le plus d'entrées. Ouais, alors les Et 100 ça nous films fait encore plus de 115 films parce que les 2 se se recoupent retrouvent. et ça nous et ensuite, on a travaillé donc avec, 2, chercheurs que sont Maxime Servul et Sarah Lécossais, des universités, Paris 8 et Paris 1 et en fait, on a décidé de faire c'est un peu la même chose que ce que fait le CSA avec son baromètre, diversité, mais on a été un petit peu plus loin dans les critères et on a surtout aussi croisé, les données. Donc il y a l'origine perçue, il y a le genre, il y a la question du handicap, de l'orientation sexuelle, de l'origine géographique des personnages. Est-ce que ce sont des personnages principaux? Est-ce que ce sont des personnages secondaires? Hem Est-ce que, par exemple sur, la question de la religion perçue, heu, dans quel rôle ils sont présents? Et on voit que, les personnages perçus comme musulmans, aux surprises, sont surreprésentés dans les activités criminelles.
Donc voilà, enfin c'est vraiment une très grosse étude. Là, on a annoncé les premiers chiffres lors de nos assises en fin d'année dernière et là, on va la sortir, dans, comment dire? Dans sa globalité, d'ici quelques semaines. Mais je pense que ça va être un point de départ très important, pour travailler, avec nos adhérents et puis aussi avec toute l'industrie parce qu'on a déjà beaucoup d'intérêt de tous les acteurs autour de cette étude en se disant: «Mais ça va nous aider à progresser». Donc moi, je trouve que ça nous permet de voir aussi qu'il y a quand même, de la bonne volonté de part et d'autre. À quoi ressemblerait le succès pour toi dans toute cette action? Ça veut dire que ça devienne normal à quoi, euh, à Mais quoi alors, moi, je tous les films financés soient faits par des hommes ou des femmes? Enfin, à quoi ça ressemble le pour succès? moi, c'est, on aura réussi quand, les producteurs, quand les scénaristes, quand les réalisateurs se rendront compte de leur responsabilité quand ils créent telle ou telle œuvre. C'est-à-dire qu'on a une responsabilité dans la manière dont on représente le réel. Ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur les personnes qui vont regarder, dans la manière dont ils vont percevoir le monde, se percevoir eux-mêmes, en particulier sur les enfants. C'est-à-dire que si, moi j'ai un petit garçon maintenant qui a un peu plus d'un an, si quand il allume sa télé, tous les gens qui lui ressemblent, ce sont soit des criminels, soit des basketteurs, soit des dealers, soit des drogués, etc., eh bien, ça aura un impact sur la manière dont il va se construire. Mais par exemple, moi j'ai une petite fille, bon, elle est ravie, qui est Zendaya dans les productions Mhm. Disney. Oui. Et tu penses qu'en fait c'est la raison du succès de Disney, c'est parce qu'ils ont intégré finalement cette notion de diversité et qu'à un moment donné, parce que Zendaya c'est un pur bébé Disney, hein, Oui. elle doit toute sa carrière à Disney, c'est une star ado mondiale. Est-ce que finalement, ça, c'est le résultat de cette prise de conscience? Et demain, il faut que, quelque part, l'ensemble de la production rentre dans cette logique-là en ayant des personnages féminins qui incarnent une forme de diversité? Ou est-ce que ça restera finalement le choix des artistes? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est contraignant ou est-ce que c'est une opportunité? Moi, j'essaie pour le coup, sortir des caricatures où on dit finalement c'est du militantisme et ça fait baisser la création. Je pense qu'en France, ça ne pourra jamais être contraignant parce qu'on a un certain nombre de principes qui protègent les auteurs et notamment le principe de la liberté de création. En France, euh, on ne peut pas contraindre un artiste. Il y a aussi la notion de final cut. En France, c'est le réalisateur qui a le droit de regard sur le montage de son film. Donc, ce sont des dispositions qui protègent quand même un minimum les auteurs. Moi, ce sur quoi je mise, c'est pas tellement sur la contrainte. C'est que d'une part, les personnes qui ont des intérêts économiques dans nos secteurs finissent par comprendre que Ça fait la partie du jeunesse, si succès. la jeunesse se détourne de la télévision traditionnelle, c'est peut-être parce qu'elle ne s'y retrouve pas. C'est peut-être pour ça qu'ils sont tout le temps sur les plateformes. Donc, essayons de revoir aussi Les critères. le contenu de ce qu'on a à leur proposer. Donc, il y a une notion d'opportunité. Et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une notion aussi de responsabilité. Mais moi, la contrainte, ça m'intéresse pas en fait, parce que je sais que de toute façon, le marché dira sa vérité à un moment ou à un autre. Donc tu restes dans une logique finalement libérale, avec une prise de conscience, Oui, avec une volonté individuelle de création qui oui. reste indépendante. Donc toutes ces polémiques, elles sont finalement anecdotiques. Oui, et à côté, quand même, il y a une logique libérale, mais j'invite aussi les pouvoirs publics à prendre leurs responsabilités et à créer les conditions de l'équité qu'on recherche. Donc, faire en sorte que, et le Fonds Image de la Diversité, j'en reparle, il a été créé pour ça, mais faire en sorte que les talents qui sont issus de milieux éloignés de l'audiovisuel et du cinéma ne soient pas empêchés D'accord. et ils puissent avoir accès aux mêmes opportunités que les autres, parce que c'est de l'argent public et donc il y a une Égalité des responsabilité. chances. Ouais. Et donc aujourd'hui, par rapport à ton parcours, demain, tu seras dans les... Enfin aujourd'hui, mais demain plutôt, tu seras dans les... Espérons, dans les 100 productions les mieux financées. Tu en es loin aujourd'hui. Bah oui, j'en suis Il n'y loin, a mais personne en fait aujourd'hui. Si on sans dévoiler les résultats de l'étude, naturellement, il devrait y avoir très très peu de productions qui correspondent aux critères de 50-50.
Il n'y a que Pas 22% de forcément. productrices qui sont des femmes. Oui, Si tu en fait, prends les 100 premières productions, il n'y en aura pas beaucoup. En fait, ce que nous dit l'étude, c'est que plus, comment dire, le budget est élevé, moins il y a de femmes à tous les postes, et pas que en production, mais y compris aussi côté scénario et réalisation. Donc il faut changer ça petit à petit, ou il faut qu'une fois que la prise de conscience est faite, ça rentre dans les critères de décision. Je pense que le petit à petit, ça commence à faire longtemps là, hein, parce que la prise de parole là, du collectif Égalité, c'était en 98. Ça commence à faire un moment. On est en 2022. Voilà, on est en 2022, il faut que... Moi, j'ai envie de voir un changement radical rapidement. Et comment il va avoir lieu si c'est pas par la contrainte politique? Je pense que c'est par c'est pas par la contrainte politique, c'est plus par Prise de conscience, la capacité, voilà, la prise de conscience aux personnes dirigeantes. La prise de conscience, pardon, des personnes qui dirigent euh, le système. les groupes, les grosses sociétés, etc. Moi, je crois beaucoup à ça parce que le changement est facilité quand ça vient de la personne qui est vraiment au sommet Du de système. la pyramide hiérarchique. Donc, je pense qu'il faut vraiment œuvrer à convaincre ces personnes-là. Et une fois qu'elles seront convaincues, ça ira beaucoup plus vite. C'est quand le rendez-vous pour l'annonce des résultats de l'étude? Je peux pas te dire, mais début mars. Début mars. Ouais. Bon, on va tout faire pour suivre, j'espère avec toi, ce qui va être Bah annoncé. oui, avec plaisir. Merci beaucoup, Merci Laurence. Alexandre. Je t'en prie.